Bonjour Monsieur Bosbous, Bonjour Mona. heureux de vous recevoir. Je voudrais commencer l'interview par l'actualité et ce qui nous attend dans les prochains jours avec les luttes et les tiraillements qu'on voit entre les États-Unis et l'Iran. Où en est-on aujourd'hui? Je crois que nous sommes dans une phase de gesticulation musclée. Les Iraniens prennent le monde en otage en fermant le détroit d'Ormuz et les Américains prennent les Iraniens en otage. Alors, qui a le souffle le plus long? Qui va pouvoir tenir le plus longtemps sans crier avant l'autre, sans avoir mal? C'est ça la question. Mais à un moment donné, il va falloir que les choses progressent. Ça ne peut pas être une situation indéfinie, éternelle. Il va falloir que les choses bougent, que des initiatives soient prises, soit vers la guerre, soit vers la paix. Le rapport de force est effectivement favorable aux États-Unis. Mais l'éléphant américain n'arrive pas à tenir, à maîtriser le renard iranien, qui est agile, qui est rusé, qui esquive les coups et qui a de l'endurance. Parce que le régime iranien, ça fait 47 ans qu'il est sous sanctions et qu'il arrive à se débattre avec les sanctions et à survivre. Ce n'est pas une vie pour les Iraniens, mais pour le régime, ça va. Qui a la patience plus que l'autre? Les Iraniens n'ont pas d'échéance électorale, alors que M. Trump, lui, en a. Le galon, ça pèse énormément sur l'électorat américain. Les sondages également. Les midterms, c'est dans quelques mois. Donc, M. Trump est pressé. Mais pressé, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à encaisser une défaite en termes d'image, d'autorité. Parce que s'il ne s'en sort pas avec un trophée en disant « je vais réaliser ce pourquoi j'ai été en Iran », ben, il sera perdant. Et son deuxième mandat sera terminé en novembre prochain. Les Iraniens, ils ont énormément perdu d'infrastructures, d'hommes, de dirigeants, de capacités, mais ils sont habitués à gérer la difficulté. Et donc, les pays de la région, le monde entier, attendaient le 28 février à l'éviction du régime. Or, ce régime a un seul objectif, c'est de pouvoir se maintenir, c'est de sauver son existence. Est-ce que Trump va trouver la solution pour que lui s'en sort gagnant auprès de l'opinion publique et que les Iraniens restent en place avec ce régime de la monarchie? C'est ça la vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, M. Trump sera obligé de rappeler aux Iraniens le vrai rapport de force pour les engager à revenir à la table des négociations. On a vu dans cette guerre que les pays du Golfe ont été touchés et étaient une cible, une grande cible. Pensez-vous que quand la guerre sera terminée, les pays du Golfe ne seront pas contraints de modifier leur politique pour après et de se diriger vers d'autres pays, les BRICS et tant d'autres? Il est évident que les pays du Golfe vont faire un examen de conscience, vont regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ils ont quand même intercepté autant de missiles en proportion qu'Israël. Donc sur le plan technique, c'est très bien. Mais ils comptaient sur la dissuasion américaine qui n'a pas fonctionné, puisque même les bases américaines ont subi des projectiles et des pertes. Évidemment, ces pays doivent revoir leur stratégie. Est-ce que les États-Unis seront leurs premiers partenaires après? Sans doute, les États-Unis resteront un partenaire principal, mais je crois qu'ils vont panacher avec d'autres alliances. La Chine sortira bénéficiaire de cet épisode, et puis des axes peuvent être en constitution. L'axe, par exemple, Pakistan, Turquie, Égypte, Arabie, ou encore l'axe Israël, Émirats, Inde. Bref, la réflexion doit s'installer
dès lors que la page de la guerre sera tournée. Aujourd'hui, il y a des négociations à Washington concernant le dossier libanais entre Israël et le Liban. Vous pensez que les Israéliens veulent la paix avec le Liban? Je crois que les Israéliens, il y a une partie qui veulent annexer jusqu'à Litanie. Mais l'État profond israélien est rentré au Liban en 78 la première fois. Ils sont repartis. En 82, ils sont repartis. Mais si à chaque fois on leur tire dessus, alors qu'il y a un armistice qui interdit que le Liban serve de lieu d'assaut contre les Israéliens, pourquoi ne pas respecter l'armistice? Avant 78, il y avait deux voisins qui s'ignoraient, qui se tournaient le dos, mais une frontière pacifique. Et le Liban était plutôt la Suisse de l'Orient. Il faut que les Libanais choisissent, arrêtent de se mentir en disant on va soutenir la cause palestinienne à la façon d'Arafat, la cause de l'Iran à la façon des Pasdaran. D'ailleurs, il y a un ambassadeur iranien au Liban, un Pasdaran, qui est expulsé depuis maintenant plusieurs semaines, mais qui reste à son poste. C'est scandaleux. L'Europe a-t-elle bien fait, notamment la France, de ne pas entrer dans cette guerre? La France ne pouvait pas entrer dans une guerre dont elle ignorait les objectifs, la finalité. Elle ne partageait pas les secrets entre M. Netanyahou et M. Trump. Donc l'attaque surprise a même surpris les Français, comme elle a surpris les Européens tous ensemble. Je ne crois pas qu'il y ait eu une tierce personne dans la confidence. Et ça se comprend quelque part. Dès lors que vous divulguez l'heure d'une attaque qui a décapité l'ayatollah Khamenei et son état-major, les Américains auraient pris d'énormes risques. Aujourd'hui, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est le monde entier qui paye un peu le prix de cette guerre avec le blocus, avec le prix du carburant qui est monté très fort, avec le manque de matériaux qui étaient exportés par le Golfe. Et donc, tout le monde est en train de payer, tout le monde est un peu l'otage du blocus de ce détroit. Autant les Iraniens que le reste du monde, les Arabes du Golfe également, qui ne peuvent exporter que via Yanbu pour les Saoudiens, 7 millions de barils jour, via un oléoduc qui évacue la moitié du pétrole émirati, mais les autres pays derrière le détroit, c'est-à-dire Irak, Koweït, Qatar, Bahreïn, ils ne peuvent pas évacuer leur pétrole et leur gaz, et ça leur coûte énormément. Et ne peuvent pas non plus recevoir dans leur port les besoins, les produits, les marchandises qu'ils commandent, qui arrivent par bateau. Antoine Basbous, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous.